Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi 9 décembre. Aujourd'hui est le lendemain de la sortie des 6900 XT et la veille de la sortie de Cyberpunk. Donc voilà, on est dans un entre-deux. Salut KitCash, j'espère que tu vas bien. Donc comme d'habitude, les actus grâce au site de cocotland.com qui régale comme tous les jours. Ça m'évite d'avoir à chercher partout. Ils font des actus plutôt complètes. Il n'y a pas tout forcément. Tant si on commentait toute l'actualité, on y passerait la journée. Et je suis pas sûr que ça intéresserait grand monde. Donc aujourd'hui, nous avons pas mal de news tout de même. Hier c'était très très court. Aujourd'hui ce sera un peu plus long, mais pas trop long quand même, hein. J'imagine qu'il va y avoir, comme d'habitude, plein de news qui nous indiquent qu'il n'y a pas de stock sur plein de modèles et d'appareils différents, allant de la carte graphique au processeur. Mais on va commenter tout ça comme d'habitude. On commencera avec Acer qui poursuit son aventure avec HyperX. Ok, HyperX, marque de mémoire RAM qui a fusionné avec Kingston si je me trompe pas. Donc des marques plutôt connues, reconnues et sur lesquelles on ne pose pas trop de questions en général. Toc. Oui, j'ai un peu de problème de RAM, ne vous en faites pas, ça ne devrait pas crash. On continue avec, oula, une triste histoire sur des RTX 3090 volés dans une usine MSI pour 336 000 $. Alors, ça fait beaucoup de RTX 3090 déjà, 336 000 $. Comment ça a pu disparaître comme ça? Oh, une news très intéressante. Le chiffre de vente des nouvelles consoles. J'imagine que c'est encore des estimations parce qu'on n'a pas encore tout, mais très intéressant. À savoir que, de ce qu'on a entendu, Sony qui vend du coup la PS5, a eu son meilleur lancement de console de tous les temps, malgré le peu de stock disponible. Donc assez incroyable tout de même. On ira commenter ça bien sûr. On aura ensuite un grand boîtier de XPG, le Defender Pro. Ok, un grand boîtier, hein. On va voir. Un ventilateur d'une taille un peu étrange, 15 mm. J'imagine que c'est quand même 150, pas 15. Un petit zéro qui manque sûrement dans ce titre. La présentation de la 6900 XT, bon, on va aller voir très vite fait. J'irai pas voir le test, on en a déjà vu, ça m'intéresse pas plus que ça. J'attendrai pour me faire une vraie idée que la carte soit vraiment disponible et pas juste sortie, bien sûr. Petite news sur Cyberpunk 2077 qui déjà est disponible sur GOG, une plateforme de vente de jeux sans DRM, donc sans protection spécifique, qui est disponible, qui est disponible avec GeForce Now de Nvidia. Alors ça, je vais pas aller vous commenter plus. En plus, je comprends toujours pas trop comment marche GeForce Now. Si quelqu'un un jour est capable de m'expliquer en profondeur l'utilisation de ce service où on sait qu'il y a un abonnement, il y a une version sans abonnement. Si c'est seulement du jeu à distance, on voit pas trop l'intérêt, enfin voilà. Si un jour quelqu'un est capable de m'expliquer, ça m'intéresse beaucoup, mais moi je comprends pas trop. Ensuite, petite mise à jour sur les drivers AMD. Bon bah on imagine pour prendre en charge la 3090, pardon, la 6900 XT. Je commence à me mélanger moi avec toutes ces cartes graphiques. Cyberpunk, tu parles de Cyberpunk KitCash? Si c'est vrai, c'est triste. Même si on sait qu'il y a un preload, vous pouvez pré-télécharger une partie du jeu. Peut-être que ça n'a pas aidé. Aïe aïe aïe, Cyberpunk déjà dans le marché illégal. On continuera avec des GPU pour les gamers. Ok,
On va voir, on nous parle visiblement de GPU AMD. On ira voir. 4 nouveaux jeux qui profitent du DLSS. Alors ça, on va voir. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est aussi si ils profitent du DLSS dans d'autres résolutions que le 4K, que la 4K. Le 4K? Non, la 4K. La résolution 4K. Donc la 4K. Parce que en vrai, on se dit que ça pourrait permettre, s'il est disponible, bon, en 1080 c'est compliqué, mais déjà en 2K ça pourrait faire plaisir, ça pourrait permettre à des cartes graphiques pas les plus haut de gamme de faire de la 2K irréprochable et fluide au possible, et ça pourrait régaler. Donc on verra s'il y a les résolutions indiquées sur les compatibilités de ces jeux. On aura ensuite Intel qui met pas moins de 117 processeurs à la retraite. Alors sûrement des générations précédentes, on va voir où ils se sont arrêtés. Mais 117 processeurs, c'est énorme. Vraiment, je sais pas exactement combien il y a de processeurs par génération, mais c'est plus d'une génération, ça c'est sûr. Parce que 117, c'est vraiment un nombre... Waouh, je m'attendais pas à autant. Je n'irai pas voir le trailer de Cyberpunk, je suis désolé. Si vous voulez aller le voir, il doit être sûrement disponible sur YouTube. Mais voilà. Par contre, ça nous intéresse un peu plus. Visiblement, difficile de faire tourner Cyberpunk en 4K avec le ray tracing, avec une 3090. Ça fait mal. On ira voir. Peut-être que le DLSS est pas encore disponible déjà. Et de toute façon, on sait la 4K c'est pas facile à faire tourner, hein. Faut pas. On nous vend des consoles qui sont censées faire de la 4K 120 images par seconde. Moi, j'attends de voir. Je sais que c'est très très gourmand, donc j'attends de voir. La revue de presse internationale de la 6900 XT, on s'en fiche, on est français. Et de toute façon, ils vont dire tous à peu près les mêmes choses. Je me suis un peu renseigné et tout le monde a à peu près le même avis dessus, donc c'est pas vraiment intéressant. On aura ensuite Mushkin. Je connais pas cette marque, mais j'aime beaucoup leur nom. Mushkin qui nous annonce un SSD M2 NVMe. On verra quelle norme de PCI Express et quel débit, bien sûr. La news qu'on s'attend tous à voir tomber sur les tarifs et la disponibilité ou pas de la 6900 XT. Petite mise à jour, ça on va prendre sur les cartes mères compatibles AMD de Biostar. On aura ensuite 3 nouvelles 3090 custom à partir de 1800 €. Vous voyez, hein, le prix des 3090 custom, on n'est pas sur du 1550. Hein. Vraiment, on n'est pas sur du 1550. Pareil, le trailer d'Hitman 3, personnellement je l'ai vu, je vais pas vous le remontrer. En plus c'est vraiment un trailer et pas un aperçu réel du jeu, donc c'est pas le plus intéressant. Sachant qu'on sait déjà que Hitman est un beau jeu, Hitman 2 est un très beau jeu, et souvent utilisé pour tester les possibilités des configs et du matériel, du genre les cartes graphiques et les processeurs. Donc on attendra de voir les vraies images du jeu, ça nous intéresse un peu plus. On aura une petite news sur le jeu Prince of Persia, les Sables du Temps remake. Alors si vous avez suivi ces actus qui sont... L'annonce de Prince of Persia, c'est vieux. Et si vous avez vu des images, vous avez forcément été déçus. Ce jeu était très très moche quand il a été annoncé. Peut-être que ça a changé, on espère. On aura ensuite un écran fait pour la compétition, un écran de chez ViewSonic qui fait parfois du matériel accessible. Ici on est quand même sur du haut de gamme parce que 240 Hz. On ira voir le prix, j'espère qu'il y a un prix, ça m'intéresserait beaucoup. Et voir aussi à quoi il ressemble. Et on finira avec du stockage. Premièrement, des news
sur le SSD d'extension de la Xbox Series, X ou S d'ailleurs, je crois que c'est compatible avec les deux, et le poids d'un jeu, alors j'avoue que je savais pas que ça sortait, le jeu VR Medal of Honor Above and Beyond, avec un poids extraordinaire, pas dans le bon sens. On ira voir ça. Oui, la 4K sur console, j'attends de voir. Moi, je serais pas aussi catégorique que toi, j'attends de voir. J'attends de voir. Avec, franchement, en termes de puissance, les consoles ont du potentiel. Après, il va falloir optimiser aux petits oignons les titres si on veut avoir même déjà de la 4K fluide, sans parler des 120 images par seconde. Mais j'attends de voir, hein. Je me dis qu'il y a quand même un monde où c'est possible si les devs sont des génies et qu'ils optimisent leurs titres pour une seule plateforme. Après, j'ai du mal à me dire que c'est possible si c'est des jeux qui sortent sur toutes les plateformes en même temps, ou alors là, les devs sont vraiment des génies, quoi. Parce que c'est aussi et surtout une question d'optimisation, en fait. Clairement, un jeu qui est à la base fait uniquement pour tourner en 4K sur une seule plateforme et optimisé pour, il y a moyen, hein. Je pense, effectivement, sur plein de trucs, sur les jeux sortis pour l'instant, c'est de la fausse 4K, on triche, on a... c'est quoi, la 4K dynamique, là, où en gros la résolution change au gré des besoins et des manques de performance de la console. Il y a des trucs comme ça, et effectivement, pour l'instant, ils trichent, mais pour l'instant, la plupart des titres sortent sur toutes les plateformes. Quand je dis toutes les plateformes, c'est au moins du coup la dernière génération sortie et la génération d'avant, ce qui fait que les jeux ne sont jamais optimisés déjà pour, totalement pour le matériel des nouvelles consoles, et quand un jeu sortira uniquement pour le matériel des nouvelles consoles, ils pourront se dire qu'ils optimisent un jeu pour tourner en 4K, ce qui est très rare de nos jours de se dire qu'on optimise un jeu pour tourner en 4K. Donc on fait des optimisations pour qu'il tourne aussi en 4K, mais pas d'abord pour qu'il tourne en 4K et ensuite sur les autres résolutions. Donc il y a aussi ce travail-là qui doit être fait à mon avis. Et ça c'est une histoire de développement, c'est comme le poids des jeux. Le poids des jeux, on va en reparler à la fin, je vous donnerai mon avis, mais il y a des solutions. On n'est pas obligé de faire des jeux de plus en plus lourds. C'est faux. On sait qu'il y a des trucs qui font que ça rend les jeux lourds, mais ils sont pas obligés d'être de plus en plus lourds. Je vous expliquerai quelques pistes pour les studios pour alléger les jeux forcément. Mais il y a des moyens. Il y a des moyens. Après, il faut investir dedans. Clairement, c'est pas non plus des trucs très simples et ça va pas se faire de soi. Il faut travailler et investir un peu d'argent dedans. Mais là, on voit, vous allez voir le jeu Medal of Honor VR là. Vous n'allez pas vouloir l'installer, hein. Allez, on commence. On commence tout de suite avec Acer qui poursuit son aventure avec HyperX. Alors Acer marque qui fait principalement des ordinateurs, aussi des écrans, mais principalement des ordinateurs, que ce soit des ordinateurs de bureau ou portables. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de ces machines Orion. Ces machines Orion sont des PC de bureau, si je ne me trompe pas. Et donc, ils poursuivent leur collaboration en mettant dans leur PC de bureau des mémoires RAM HyperX. Alors, plus exactement des Fury, avec un maximum de 128 Go sur 8 canaux. Donc, on est sur du haut de gamme, hein, clairement. Pas de RGB. Ça, c'est un choix de design. Donc, voilà la bête. Oh, sympa les petites roulettes. Donc on est sur des configs très haut de gamme, hein. Clairement, quand on va jusqu'à mettre 128 Go avec 8 slots de mémoire, on n'est pas destiné à tout le monde. Du coup, 3600 MHz en plus, avec des fréquences plutôt élevées. Donc voilà, ils renouvellent leur confiance envers HyperX. C'est pas vraiment étonnant. HyperX, c'est... alors je sais pas si... Pour être précis, je sais pas si anciennement il y avait HyperX et Kingston.
Mais avant, il y avait Kingston, et je sais que maintenant, HyperX et Kingston, c'est la même marque. Donc, aucun problème, hein. C'est de la RAM quali, ils font ça depuis longtemps, ils savent ce qu'ils font. C'est pas des débutants, il n'y a aucun problème. Et c'est pas non plus, en général, des mémoires RAM très chères. Après, c'est rarement des mémoires RAM très designées, on va dire. On a rarement des LED, des trucs un peu atypiques, mais au niveau performance et matériel, aucun problème. Donc c'est cool qu'ils choisissent des fabricants de qualité. On continue avec une petite news, alors ça vous fera sourire ou pas, ça dépend, ça dépend si vous vouliez acheter une 3090, mais voilà, 336 000 $ de 3090 volés dans l'usine MSI. Alors, dans une usine qui se trouve dans quel pays? Ça aussi, ça nous intéresse. Bon, pour le moment, il y a toujours une enquête en cours, donc on nous dit de laisser la police faire son travail. Oui, de toute façon, on va pas aller enquêter à leur place, hein, clairement. Euh, alors, on n'a pas le nombre précis de cartes graphiques que ça représente, mais en comptant 1000 $, ça fait 336 modèles, hein. Donc, quand même, 336 modèles, ça fait une sacrée palette. Si vous voulez enquêter, il y a une récompense de 12 500 € promise à la personne qui aide à appréhender les voleurs. Du coup, j'imagine qu'on ne donne pas le lieu pour ne pas, euh, pour ne pas embêter la police, mais si on veut enquêter, ça aurait été mieux de nous donner le lieu tout de même. On sait pas où c'est. Où sont les usines MSI? En Asie, j'imagine. Du genre Taïwan ou des trucs comme ça, j'imagine. Mais quand même, les mecs qui sont partis avec 336, c'est plusieurs palettes, hein. Le Smirnoff de 3090, voilà. Ah bah eux, ils ont gagné leur journée, hein. Clairement. Surtout qu'en comptant 1000 $ par carte, et bah à la revente, tu fais une sacrée marge, hein, par rapport aux 1000 $ par carte. On continue avec d'autres chiffres qui nous intéressent. Les ventes, les chiffres des ventes de consoles, donc PS5 et Xbox Series, donc Series S et Series X, pareil pour la PS5 et la PS5 digitale. Est-ce que déjà ils nous font les... Ça aussi j'aimerais bien savoir, est-ce que vraiment les gens sont prêts à acheter des consoles all digital? Ça c'est une vraie question sociétale qu'on peut se poser. Et je sais pas si les gens sont prêts. Surtout qu'on a vu que notamment Sony a un peu abusé sur les prix, sur certains prix de jeux. Donc dans les shops online, on a les jeux au prix imposé par Sony, hein. Donc souvent c'est en gros soit promo, soit prix total de sortie, même parfois longtemps après la sortie. Donc ça peut rebuter ça, ça peut rebuter certains. Oui, je sais, Kid Cash. I know. Du coup, la PS5. Alors, première semaine de commercialisation très fructueuse avec 723 421 consoles vendues en Europe. En une semaine, 7 jours. 7 jours, 7 jours. C'est huge. Quand même. La PS4, elle s'était écoulée à 706 948 unités la semaine de son lancement. Donc vous voyez, un meilleur lancement jamais effectué. Je crois que la PS4 était le meilleur lancement de Sony. Donc maintenant, c'est la PS5. Franchement, en vrai, les boss, bon, c'est grâce à leur image et à leur popularité, bien sûr. Mais tout de même, les boss de d'avoir leur meilleur lancement à chaque, à chaque sortie de nouvelle console. Même si sur la PS3, je suis pas sûr qu'ils aient eu leur meilleur lancement. Surtout que la PS3 avait quelques problèmes à son lancement, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, bah franchement, ça on le sait, hein, un lancement réussi pour Sony. Ils ont vendu, c'est simple, ils ont vendu toutes les consoles qu'ils avaient en stock dans le monde. Donc clairement, on peut difficilement dire que pour eux, c'est un mauvais lancement. On peut juste juger un peu le fait qu'il n'y avait pas autant de stock
que ce que les gens auraient voulu, et qu'on a un peu de mal sur le retour en stock aussi. Mais eux, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient en stock. Donc en vrai, difficile de dire que c'est un mauvais lancement. Ils auraient pu faire mieux, mais c'est difficilement un mauvais lancement. Alors, au niveau mondial, du coup, semaine du 15 au 21, donc la semaine suivant la dernière date de sortie mondiale, on est à 1 million de PS5 vendus contre 827 941 Switch. C'est énorme, en termes de Switch, c'est énorme. Qu'est-ce qui... Incroyable. Incroyable, ces chiffres de vente de Switch. On est sur beaucoup moins sur les Xbox, hein, on voit 252 000 seulement. Dans le monde, c'est quand même ok. Et on a toujours 123 000 PS4, un peu moins de 50 000 Xbox One et un peu plus de 4 000 3DS. Très intéressant ces chiffres. J'aimerais bien qu'on les ait plus régulièrement. J'imagine que c'est des chiffres qui tombent régulièrement. Mais c'est vraiment très intéressant. Et après, on a le détail par zone géographique. On voit que en Amérique du Nord et en Amérique latine. Du coup, Amérique latine, c'est quoi? Amérique centrale? Ou alors toutes les Amériques? Sud et Nord. Je pense que c'est toutes les Amériques. Du coup, pourquoi ils n'ont pas mis Amérique du Nord et Amérique du Sud au lieu de faire US, Canada et Amérique latine? Bref, pardon. Du coup, en Amérique, la Switch est devant et la PS5 est troisième. On voit, les Xbox sont devant la PS5, incroyable. On le sait, gros marché, surtout en Amérique du Nord pour les Xbox, Microsoft qui est roi en son royaume, surtout aux États-Unis. Donc c'est pas vraiment étonnant. Mais seulement 142 000. Et la Switch, grand vainqueur, hein, quand même, tout de même. En Europe, on sait, nous, c'est la PS5. Pas vraiment étonnant. Ok, c'est ça, Amérique latine, c'est du Sud. Bah, ils auraient dû mettre du Sud, hein, c'est plus simple. Ils auraient dû mettre Nord et Sud. Au lieu de faire la différence en donnant les noms des deux pays qui sont dans l'Amérique du Nord. Ou alors ils auraient juste dû mettre continent américain. Bref. Du coup, nous, la PS5 est largement devant. On voit qu'on fait quand même la majorité des ventes de PS5 dans le monde. Deuxième, toujours la Switch. La Switch, vraiment incroyable. Et troisième, la Xbox avec seulement 82 000 comparé à la PS5. 123 000 et 82 000. Ensuite, en Asie, normalement, bah ouais, hein, la Switch devant, on sait, ils sont très, très friands de Nintendo en Asie, surtout au Japon. Et deuxième, la PlayStation 5, la Xbox à la ramasse. 7000 seulement, c'est vraiment très peu. L'Océanie, la Switch toujours devant, et ensuite assez proche entre les PS5 et les Xbox. C'est un marché qui n'est pas du tout gagné par l'un ou l'autre des grands constructeurs de consoles de salon. Seulement 5000 d'écart. Et maintenant on a les ventes mondiales jusqu'au 7 décembre. Alors 7 décembre c'était lundi. Oui, lundi. Et on est, bon, maintenant... Maintenant... Attendez, c'est quoi ces chiffres pour la Switch, là? C'est depuis la sortie? J'espère que c'est depuis la sortie, hein. Sinon, je comprends pas ça. Mais oui, j'imagine parce qu'on a 114 millions de PS4. Donc les PS5 sont vendus 1 million. Il y a eu 1 million de plus de PS5 vendus que de Xbox. Désolé, j'ai digressé un peu sur cette news. Mais je trouvais ça très intéressant et du coup j'ai un peu tout regardé. Mais en gros, ce qu'on doit en retenir, c'est que la PS5 a quand même fait une très très bonne sortie. Ils sont déjà à quasiment 2,5 millions de consoles vendues.
en notant les gros problèmes pour trouver une PS5, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et la Xbox qui se vend quand même relativement bien, hein, on est déjà à quasiment 1,6 million, mais beaucoup moins bien que la PS5 tout de même. Alors après, à savoir s'ils en produisent moins et qu'ils ont juste beaucoup moins de stock de disponible ou si ça marche vraiment moins, je sais pas trop. Ce serait une question, c'est une question qu'on peut aussi se poser. Parce que tout ça, en vrai la PS5, là on a un chiffre de vente, mais à mon avis c'est quasiment 100% à part en enlevant un petit pourcentage de pertes comme il y a toujours, mais sinon c'est quasiment 100% de la production pendant cette période. C'est ça aussi. Franchement, les PS5 ils vendent tout ce qu'ils produisent. Il n'y a, il n'y a pas de stock qui subsiste à chaque fois qu'il y a une annonce, quelques minutes et il n'y a plus de PS5. Donc, en tout cas chez nous. Donc chez nous, ils ont clairement gagné. Ils étaient déjà leaders, mais Sony réitère et se remet en position de grand gagnant du marché Europe. Clairement. Clairement, clairement. Et en plus, moi je trouve ça incroyable. Moi j'ai une PS4, donc je peux me faire traiter de fanboy. Mais j'avoue que je l'ai pas payée. On me l'a offerte. Donc très gentil, bien sûr. Mais si j'avais dû acheter une console, je sais pas si j'aurais acheté une PS4. J'aurais peut-être acheté une Xbox pour les fonctionnalités multimédia qu'apporte la Xbox par rapport à la PlayStation. Et, euh, et là, maintenant que j'ai une PlayStation, et bah si je devais acheter une nouvelle console, ce qui n'est pas le cas, je vais pas l'acheter pour l'instant en tout cas, mais peut-être dans le futur, et bah je prendrais une PS5. Pourquoi? Bah, parce que j'ai eu une PS4, parce que du coup je récupère une partie de mon catalogue, et parce que c'est bon, ils m'ont eu en fait. C'est bon, j'ai été fidélisé et ça m'embêterait un peu, pas totalement, mais un peu quand même, de devoir changer d'écosystème, de perdre une partie du catalogue que j'ai, et, euh, et voilà. Et du coup, bah, ils sont forts. En vrai, ils sont forts. À partir du moment où ils ont attrapé quelqu'un, ils arrivent à le garder. Et, et c'est ça le meilleur moyen d'être sûr que quand ils sortent une nouvelle génération, euh, les gens ne se posent pas la question de est-ce qu'ils vont changer d'écosystème. Et oui, aussi, un de leurs gros avantages, c'est leurs licences exclusives. On est d'accord, moi j'ai fait les God of War qui sont... le dernier God of War est incroyable, vraiment. Vraiment, quel bonheur ce jeu. Et j'ai fait aussi le God of War d'avant, qui est aussi incroyable malgré maintenant son âge et son effet un peu où on n'a pas trop de choix, c'est vraiment très guidé. Mais il reste incroyable, ça reste des licences incroyables. Et justement, moi, ce qui peut me faire acheter la PS5, ce serait le prochain God of War, hein. Clairement, la question se posera quand il sera sorti, enfin quand il sera annoncé déjà et sorti. J'avoue que c'est un des trucs qui peut me faire passer à la caisse. Vraiment trop bien comme jeu. Bon allez, on continue. On continue avec un petit boîtier qui est en fait plutôt grand, parce qu'on voit les dimensions à 492 par 220 par 441, donc on est sur quelque chose quand même relativement imposant. Compatible EATX, donc tout, voilà. Toc toc toc, il s'appelle le Defender Pro, il a un panneau en verre trempé de 3 mm sur le côté gauche, histoire de bien voir la carte graphique qui peut s'installer verticalement. Vous voyez, verticalement comme ça. Ça après c'est toujours ce questionnement sur l'intérêt technique de la mettre verticalement. L'intérêt visuel on comprend très bien. L'intérêt technique peut-être un peu moins, mais peut-être qu'un jour quelqu'un nous expliquera que c'est révolutionnaire, peut-être. On verra. En termes de connectique, on a deux ports USB 3.0,
une prise combo jack. C'est pas un petit USB-C, un truc comme ça, on aurait aimé pourtant. Un bouton pour la gestion du RGB. Ok, ça c'est plus anecdotique qu'un USB-C. Une fois ouvert, on a 3 ventilateurs de XPG de 120 mm, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Il est possible d'en ajouter un troisième à l'avant, plus 2 en haut de 120 ou de 140, avec des compatibilités de 360 et 280 en water cooling. 360 en façade, on imagine, et 280 en façade ou en haut. En termes de stockage, on a une cage HDD avec 2 paniers sous le cache d'alimentation, classique. 2 platines 2,5 pouces derrière la carte mère, classique aussi. Du côté compatibilité, on a jusqu'à 380 mm de longueur pour une carte graphique, donc très très long. Et 220 mm pour l'alimentation, ce qui est aussi plutôt grand. Ainsi que 170 mm de hauteur pour le ventirad, ce qui est aussi plutôt grand. On a vu, hein, le boîtier a des dimensions plutôt grandes, hein, on a la place, donc c'est pas étonnant qu'on retrouve des compatibilités toujours plus grandes dans des grands boîtiers. Sinon, on est sur du boîtier plutôt classique, le verre trempé sur le côté, le cache d'alimentation, on peut y mettre une carte graphique à la verticale. Vraiment ça, un jour, j'aimerais qu'un technicien vienne m'expliquer s'il y a un intérêt technique. Parce que je le comprends pas. Après c'est joli, ça, ok. Surtout si vous avez du RGB, notamment sur les ventilateurs de votre carte graphique. Ça oui. Mais sinon en termes de refroidissement, est-ce que c'est vraiment optimal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et sinon, en façade, vous avez ces formes, ces carrés, avec une façade mèche, pareil, assez classique, optimisée pour le flux d'air. Juste vraiment peut-être le manque d'USB-C sur un truc qui se veut ultra compatible, un peu haut de gamme et tout. Ajouter un USB-C en haut, ça aurait pu être sympa. Moi j'aurais bien aimé. Mais sinon pas mal. On n'a pas de prix, pas de date. Assez classique. C'est un peu dommage. On aurait aimé un prix ou une date. Mais bon, ça, on va pas s'en plaindre à chaque fois. Alors, AlphaCool qui nous présente un ventilateur, le SL15PWM, un nouveau ventilateur SIM de 15 mm. Du coup, c'est vraiment 15 mm. Ah oui, 15 mm d'épaisseur, bien sûr. Je me suis fait avoir. On a 25 mm en général. Là, on a 15, donc 1 cm de moins. Oui, en vrai, pourquoi pas, c'est vrai que parfois c'est plus intéressant d'en avoir un plus fin parce qu'on n'a pas trop la place. En vrai, pourquoi pas. Durée de vie de 50 000 heures. Tarif d'environ 12 €, donc correct. Correct pour un ventilateur atypique parce que beaucoup plus fin que la moyenne. 1 cm de moins, c'est quand même important. Et après, il faudra juger des performances parce que forcément, tout est plus fin, les pales doivent être aussi plus petites, j'imagine. Donc à voir si les performances sont au rendez-vous, mais matériel intéressant à un prix abordable de 12 €, clairement. Parce que beaucoup de ventilateurs coûtent en général 15 €, voire plus, hors promo. Je parle des ventilateurs assez qualitatifs, hein, pas les premiers prix chinois que vous trouvez. Ça, vous pouvez en avoir pour moins cher. Et même, il y a des marques qui font des ventilateurs moins chers. Mais après, ça peut être au prix de votre silence, clairement. Parce qu'un ventilateur peut faire beaucoup de bruit. On continue avec vite fait la présentation de la 6900 XT, donc la carte la plus haut de gamme pour le moment annoncée par AMD, carte graphique bien sûr, avec ses 16 Go de mémoire GDDR6,
Donc comme les autres, hein, là-dessus, sur la mémoire, ils ont toutes pareilles. Elle va avoir plus de cœurs de calcul que les gammes les plus basses. Forcément, on a une fréquence qui est de 2015 jusqu'à 2250 en boost. Ok, c'est incroyable ça par contre, des fréquences aussi élevées. Prix de vente conseillé de 999 €. Alors ça, pareil, assez incroyable, sachant qu'elle a été annoncée à 999 $ pendant la conférence AMD. Là où on sait que quand on nous annonce un prix en dollars pendant une conférence aux États-Unis, c'est un prix en général hors taxe en dollars. Donc pour nous, on se mange 20% de taxes et plus parfois un taux de change qui n'est pas celui actuel. Donc en général, on se prend une bonne augmentation. Est-ce qu'il y a vraiment eu des cartes vendues à 999 €? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment eu des cartes 6900 XT de vendues? Il paraît que oui. Mais genre une centaine quoi, pour toute la France. Donc ça va vite. Donc voilà, hein, cette carte qui est un peu une licorne. On en parle, on nous dit que ça existe. Mais pas sûr. Hein. Pas sûr. Après on sait, hein, les stocks, c'est compliqué, mais bon, tout de même. Alors, petite news pour continuer. Des GPU pour les gamers. 40 RX 6000 disponibles, dont 10 6900 XT pour les lecteurs de Cocottland avec Saphir et SVB informatique. Ok. Alors, on a des cartes. Comment ça? Quel est le moyen si vous les voulez? Donc, c'est des 6800 XT et 6900 XT. Ok. Ok. Et du coup, si on les veut, on doit faire quoi? Vous voyez, visuellement, c'est toutes les mêmes. Incroyable. Ah, celle-là, elle a du RGB. Ouh, j'ai plus de musique. Ok, j'ai la musique. Donc, toujours... Ah non, ça c'est la... Ah non, c'est la Saphir. Vraiment, entre la Saphir et l'édition de référence AMD, je sais pas s'il y a des diffs. Hein. Alors, les prix. On est sur du 779 pour la 6800 OC, 899 pour la 6800 XT Gaming, 929 pour la 6800 XT SE et 1199 pour la 6900 XT MBA. Ok. L'opération est limitée à 10 pièces par référence. Les cartes sont en stock. Et pour passer commande, c'est simple. Un petit mail à info_svb_info@monaco.mc et vous demandez Stéphane en disant que vous venez de la part de Mantidor. What? On dirait un code secret. Bon voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez vous en procurer une, sachant qu'elles sont disponibles nulle part, essayez, hein. On sait jamais. Ça a l'air chelou, mais essayez, on sait jamais si ça vous intéresse. Franchement, je pense que les gens qui sont à la recherche d'une de ces références actuellement, je pense qu'ils sont prêts à faire ça, parce que vu la galère pour en trouver une, moi à leur place, je serais prêt à faire ça. Ça fait quand même bien rire. Hein. C'est bien ce genre de news, on aime bien. Et un peu de soleil au milieu de ces problèmes de stock. On continue avec la technologie du DLSS de Nvidia et des nouveaux jeux qui en bénéficient. Donc, oula, c'est quoi, c'est Cursed FOAD? Mettez plus de lettres dans vos titres, s'il vous plaît. Du coup, anciennement Cuisine Royale, voilà. Moonlight Blade, Mount and Blade 2 Bannerlord et Scavengers. Ok, ils rejoignent les listes des jeux compatibles DLSS.
Du coup, en termes de... Moi, je voulais savoir la résolution utilisée. Donc là, c'est sur... pour Cuisine Royale, c'est du 4K. Pour... ouais, c'est du 4K pour tout. Pour Moonlight Blade aussi. C'est uniquement pour le 4K. C'est dommage qu'ils le mettent pas aussi. Ou alors peut-être que ça marche aussi, mais ils nous donnent pas le gain parce qu'il est moins impressionnant. C'est possible. Mais petite news qui continue pour dire qu'il y a le RTX sur Minecraft et Cyberpunk qui sera compatible avec DLSS et Ray Tracing. Incroyable. Mais moi j'aimerais bien savoir déjà si le DLSS marche avec le de 1440. Et deuxième point, s'il marche, quels sont les gains? Parce que par exemple, imaginons qu'ils sortent une RTX 3050. Imaginons. Et que là, ça marche sur du 1440, et bah ça pourrait vous permettre, en théorie, de faire du 1440 à, je sais pas, 144 images par seconde, avec du DLSS. Ça serait intéressant. Avec une 3050, qui est du coup ultra abordable. Ça nous intéresserait beaucoup. Mais bon. On nous dit pas. Et j'ai pas une carte RTX, donc je peux pas tester. Voilà, envoyez-moi une carte RTX si vous voulez. Je testerai. On sait jamais, hein. On essaye. On continue avec Intel. Intel qui nous annonce la retraite de 117 processeurs Coffee Lake Refresh. Donc du coup, 117 sur seulement la 9e génération. Incroyable. C'est possible ça. Dont le Core i9 9900K. En même temps, il y a un moment où il faut les arrêter. On nous parle déjà de la 11e génération. Après, arrêter tout de suite la 9e, c'est peut-être un peu tôt tout de même. Certaines personnes s'imaginaient acheter du matériel de 9e génération pour le payer peu cher, j'imagine. Si on arrête la production, ça ne deviendra jamais peu cher. Donc oui, ils font bien ça pour préparer leur 11e génération. Bon, ça va quand même jusqu'à fin juin 2021. Pour des livraisons jusqu'au 24 décembre. Oui, donc on a encore jusqu'à fin 2021. C'est vraiment, ils anticipent pour dire que dans un an, ça va disparaître. Mais on a encore un an, on va avoir le temps de les voir baisser un peu normalement. Surtout quand la 11e génération sera annoncée. Moi j'ai hâte de savoir ce qu'ils font sur la 11e. Parce que même si on sait que ça fait longtemps qu'ils la préparent et tout, on sait que AMD reprend du terrain et c'est tout à l'intérêt d'Intel de contrecarrer les plans d'AMD le plus vite possible avant que les gens se fidélisent. Donc il va falloir frapper fort. Donc vous avez encore un an pour acheter du matériel de 9e génération Intel, que ce soit processeur ou carte mère. Mais sinon, attendez. On continue avec Cyberpunk. Cyberpunk qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il est toujours pas sorti et il fait toujours beaucoup parler de lui. Il sort demain, bien sûr. On sait que les professionnels dans le milieu du jeu vidéo ont pu mettre la main dessus et le tester sur une version PC qui n'est pas la version que vous aurez Day One si vous l'avez précommandé. On sait qu'il y avait plein de bugs, mais que, en gros, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait des problèmes de bugs, des problèmes d'IA, tout ça, qu'en termes de beauté graphique, c'est magnifique, qu'en termes d'écriture scénaristique, c'est du très bon travail. Après, certaines personnes peuvent plus ou moins regretter la durée de vie du titre qui est estimée entre 20 et 25 heures en ligne droite en faisant uniquement les quêtes principales. Ça après chacun fait comme il veut.
Ici, on nous parle de ses performances en 4K Ray Tracing avec seulement 22 images par seconde sur une 3090. Alors on a pourtant une configuration monstrueuse avec un i9 10900K, 32 Go de RAM et des cartes graphiques qui vont jusqu'à une 3090, de la 3060 Ti à la 3090. Ici on a le tableau récapitulatif du nombre d'images par seconde en Full HD, donc 1080. On voit que même avec une 3090, on est à 67,8 images par seconde, ce qui est pas énorme, hein, et que une 2080 Ti produit 44 images et une 3060 Ti 40 images. Après, on peut bénéficier, ça du coup, c'est une information intéressante. On peut bénéficier du DLSS même en 1080. Après, attention à voir si ça devient pas trop moche tout de même, mais peut-être que c'est pas mal à tester. Et là, on gagne quasiment 50%. En vrai, c'est voire même parfois un peu plus de 50% de performance. Ensuite, en 1440, là déjà, franchement, si vous avez une 3090, vous descendez en dessous des 60 images par seconde, sans le DLSS. Bien sûr, vous restez au-dessus avec le DLSS, pareil avec la 3080. Mais sur les autres 3070, 2080 Ti et 3060 Ti, sans le DLSS, vous êtes en dessous des 30 images par seconde et vous n'atteignez pas les 60 même avec le DLSS. C'est chaud, hein, c'est chaud, c'est gourmand. Hein. Vraiment, c'est gourmand. Après, il est magnifique, hein. Ça, n'en doutez pas, mais c'est gourmand. Et on passe dans la résolution la plus exigeante, pardon. Et là déjà, vous voyez qu'on a enlevé certaines cartes pour pas leur faire de tort. On voit qu'avec une 2080 Ti, on est à moins de 14 images par seconde et on passe la barre des 30 quand même, 38,2 avec le DLSS. Vraiment, sans le DLSS, c'est quand même la full crise. Hein. Même avec une 3090, vous avez seulement 22 images par seconde et 15,5 avec une 3080. Aïe aïe aïe. Aïe, heureusement, avec une 3090 et le DLSS, vous approchez des 60 images par seconde. Mais bon, c'est compliqué hein, tout de même. C'est compliqué. En notant que ce sont des tests faits par Nvidia, donc que tout est mis dans les meilleures conditions possibles. Hein, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Mais on voit tout de même que en 4K, c'est dur. Alors, je vais pas vous mentir, les consoles, les nouvelles consoles. Bientôt, on pourra dire les consoles actuelles, mais là, on est encore sur les nouvelles consoles. Aïe aïe aïe, quand elles vont dire qu'elles vont faire tourner Cyberpunk en 4K, on attend de voir. On attend de voir. Il y avait le ray tracing d'activer. Hein. C'est à noter tout de même le ray tracing qui est très très gourmand, mais qui rend l'expérience toujours plus belle et toujours plus immersive avec ces histoires de réflexion lumineuse incroyables. C'est vraiment, quand il est bien travaillé, c'est vraiment très beau. Et en plus, Nvidia maîtrise plutôt bien la tech vu qu'ils y travaillent depuis quelques années et ils le peaufinent depuis quelques années. Donc hâte de voir les images du jeu tourner en 4K avec le ray tracing et voir si ça reste fluide ou pas. En vrai, avec une 3090, ça devrait rester fluide. Avec une 3080 peut-être à peu près, en dessous, ça risque d'être compliqué. On va pas se mentir.
On continue avec un petit SSD M2, donc de la marque Mushkin. On est sur des débits jusqu'à 3300 ms, donc on sera sur du PCI Express 3.0 et non pas 4.0. On sera sur des stockages allant jusqu'à 8 Tera. Alors ça par contre 8 Tera c'est cool. C'est vraiment cool. Du coup disponible en 4 ou 8. Ok. Seulement en 4 ou 8. Pas de modèle plus petit, plus accessible. Visiblement non. On sait pas trop encore. On sait pas trop encore quelle technologie sera utilisée. On est sur une durée de vie du modèle de 4 Tera avec 900 Tera et 8 Tera pareil. 900 Tera c'est la durée de vie. Hein. Ce n'est pas le stockage. On est sur des débits de 3200 à 3400 ms en lecture et 3000 en écriture. Donc voilà, ce sera du très bon SSD en PCI Express 3.0, mais pas révolutionnaire. Sur le prix, on est à 650$ pour les 4 Tera et 1300$ pour les 8 Tera. C'est cher. C'est cher, c'est cher. Garantie de 3 ans, ok. C'est tout de même cher. C'est tout de même cher. Bon, après, gros espace de stockage, bien sûr, mais ça reste un peu cher. Même si 4 Tera ou 8 Tera de SSD, ça régale. 650 ou 1300$, ça régale un peu moins. On continue avec encore de la 6900 XT, toujours la 6900 XT. Non, ça va, on n'a pas eu tant que ça. En plus, petite news rapide sur les tarifs et la non-disponibilité en France. Oui, 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 la non-disponibilité, bien sûr. Forcément. Forcément, disponibilité, bah... On a vu de toute façon à quel point c'était compliqué. Alors, en termes de tarifs, par contre, ça nous intéresse un peu plus. Donc on voit un 999$ annoncé en conférence AMD et des prix qui vont de 1250 à 1300 en gros, suivant les modèles. Donc en gros à partir de 1250. Ah non, 1225 même. 1225. Donc moins cher qu'une 3090. Dont la moins chère est à 1640. Mais de toute façon, moi j'ai du mal à comparer les deux. Je vais pas vous mentir. Je trouve que c'est pas destiné au même public. Les cartes AMD ont des performances brutes intéressantes, sont encore en retard au niveau des technologies associées, clairement. Je pense que c'est leur plus gros problème à l'heure actuelle. C'est pas la puissance brute, c'est les technologies associées, là où Nvidia fait bénéficier ses cartes du ray tracing, du DLSS, de technologie de broadcast, des tests sur une technologie d'ajout d'un fond vert imaginaire, ce genre de truc. AMD n'est pas au niveau là-dessus et on voit que en plus c'est des cartes qui sont censées être taillées pour de la 4K avec du ray tracing. Quand on vient de voir le nombre d'images par seconde que génère une 3090 qui coûte, si vous en voulez une en stock en ce moment c'est 1800€, et vous avez seulement 22 images par seconde sur Cyberpunk avec du ray tracing sans DLSS, et bah on a un peu peur de ce que des conditions que vont nous apporter ces cartes pour jouer en 4K. Hein. Vraiment, moi ça me fait un peu peur. Et elles sont vraiment vendues comme des cartes taillées pour vous faire tourner n'importe quoi en 4K dans des bonnes conditions et avec possiblement du ray tracing.
Donc, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Moi j'ai un peu du mal avec cette 6900 XT. Je trouve qu'elle a été mal marketée et que ils auraient dû l'annoncer comme une carte de gaming et pas la carte graphique ultime. Voilà. Ce n'est que mon avis, vous pouvez être en désaccord avec moi et je serais très heureux d'en débattre avec vous. Mais c'est mon avis. Voilà. On continue avec Biostar. Biostar qui met à jour ses cartes AMD 500 et 400 pour intégrer le Smart Access Memory. Ok. Bah, c'est pas une grande news. Mais, euh, mais ok, pourquoi pas. De toute façon, on savait, hein, ça va arriver. Comme la prise en charge des nouveaux processeurs AMD sur les modèles de cartes mères déjà sortis. On sait, hein, on sait que ça va arriver, aucun problème là-dessus, on n'en doute nullement. On continue avec des 3090 custom. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous en voulez une, ça coûte 1800 € pour la moins chère qui est de la marque Gainward. Et sinon, vous avez une autre Gainward pour 1819 et encore une autre Gainward pour 1900. Voilà le visuel des cartes. Et les prix associés. Donc disponible sur le site de Top Achat si vous voulez acheter une 3090 et que vous avez 1800 ou entre 1800 et 1900 € à mettre. Oui, c'est le prix d'une grosse config, tout à fait. Tout à fait, moi je me fais un PC entier pour ce prix-là. On est tout à fait d'accord. Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas le même budget. Et déjà, il y a vraiment des gens qui ont besoin de cartes pareilles. Donc pour cela, pas le choix, en fait. C'est un peu triste à dire, mais pas le choix. Si tu as besoin d'une telle puissance et des technologies associées, bah, il n'y a que ça. Et faut pas espérer choper une 6900 pour faire le taf parce qu'il y en a encore moins que des 3090. Et après, il y a des gens qui veulent mettre un gros budget dedans et pour eux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant qu'il y a un peu plus de stock et qu'ils piquent pas les cartes des professionnels, si vous avez l'envie et le budget, en soi, ça, pourquoi pas? Bon après, notez quand même que si c'est pour jouer à des trucs très légers, ça ne sert à rien. Je vous le dis, au cas où. Mais bon. Ça reste des très beaux objets et en termes de performance, bah, si vous n'avez pas des besoins non plus astronomiques, vous pouvez prendre ça et dire que vous la garderez 10 ans. C'est probablement vrai. Hein. Clairement. On continue avec Prince of Persia, Les Sables du Temps remake, qui subit également un report. C'est bizarre, il y a beaucoup de reports en ce moment. Non, c'est normal, c'est normal. En plus, il avait subi tellement de critiques quand les images avaient été annoncées. Voilà le visuel du truc, c'est pas très beau. Ça coûte tout de même 40 €. Il est repoussé au 21 janvier 2021. Et non, je vais pas vous, je vais pas vous imposer. Ah non, du coup, il est repoussé au mi-mars, à mi-mars 2021. Pardon, autant pour moi. Peut-être qu'ils pourront travailler un peu sur les graphismes, mais je pense pas. Je pense pas qu'ils travailleront sur les graphismes. Et c'est quand même pas très beau. Hein. C'est quand même pas très beau, on sait. Enfin, normalement, le remake, ça doit être un peu mieux. Un peu mieux, normalement. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve pas ça Je trouve pas ça fou. J'avais vu en plus le trailer et tout, mais j'avais été un peu déçu visuellement. Alors que Prince of Persia, dans mon cœur, incroyable. Ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. On continue avec un écran de chez ViewSonic, le Elite XG270, taillé pour la compétition.
On est sur une résolution Full HD, taux de rafraîchissement de 240 Hz et du RGB. Alors ça, le RGB au goût de chacun. Du coup, destiné au gaming, bien sûr, 240 Hz, c'est pas pour faire de la bureautique ni jouer au démineur. Un prix raisonnable, 450 € pour un écran 27 pouces en 240 Hz. FreeSync compatible et G-Sync validé par Nvidia. Donc vous avez tout. Vous avez tout. Visuellement, il ressemble à ça. Un petit RGB derrière. Il y a un truc pour mettre son casque. Ça, c'est cool. Un pied un peu étrange, par contre, je trouve. Mais pourquoi pas. 27 pouces, donc déjà des grands écrans, hein, tout de même. Et voilà. Moi, j'aime bien. En vrai. 450 € en plus, c'est pas astronomique. On est sur une DAL IPS, donc une image de qualité, un rafraîchissement très élevé, une petite touche de RGB assez sobre, un truc pour mettre son casque, ça régale, vraiment. Juste le pied, peut-être un peu chelou le pied, un design un peu atypique, après un peu au goût de chacun, hein. En vrai, on aime, on n'aime pas. Moi je le trouve un peu bizarre, après de là à dire que j'aime pas, non, mais un peu étrange. Et le seul truc qui me fait un peu peur là comme ça, c'est la taille du pied. J'ai l'impression qu'il est vachement grand, mais c'est peut-être qu'une impression, vu qu'on n'a pas trop de choses à comparer. Mais sinon, plutôt intéressant, vraiment. Vraiment plutôt intéressant, et encore une fois, c'est quand même destiné à un public de gamers, de personnes qui recherchent un rafraîchissement élevé pour être compétitif, hein, clairement. Si vous faites du gaming comme moi, vous n'avez pas besoin d'un écran de 240 Hz. Et en plus, il faut aussi une config qui permet d'obtenir 240 images par seconde. Ce qui n'est pas forcément évident, hein, suivant vos composants. Clairement, moi, j'ai pas 240 images par seconde sur les jeux. Donc ça me servirait à rien, par exemple. Voilà. Mais pour de la compétition, très accessible, compatible G-Sync et FreeSync. Pas d'informations sur la connectique. Peut-être le seul truc qu'on peut leur reprocher à cette news. On ne sait pas ce qu'il y aura. On imagine un HDMI, un DisplayPort, bien sûr. Et visiblement rien d'autre, sinon on nous le dirait. Mais écran intéressant, vraiment intéressant. On continue avec l'extension de stockage pour les Xbox Series de 1 Tera que Seagate avait annoncé avant même la sortie des Xbox, qui était annoncé dans un premier temps à 270 €. Tout le monde avait trouvé ça cher, même Microsoft qui avait lancé une petite pique à Seagate en leur disant en gros, oui, nous aussi on trouve ça cher, et sachez que Seagate n'est pas la seule marque à disposer du droit de faire des extensions de stockage pour nos appareils. Et en gros, ils avaient dit qu'ils attendaient avec impatience que les autres marques sortent d'autres produits pour que les prix baissent. Donc c'était bien. J'ai adoré entendre cette communication de Microsoft, qui souvent Microsoft a un peu de mal avec leur communication. Parfois c'est un peu maladroit, même si leur matériel est souvent très qualitatif et tout, leur communication est parfois maladroite et parfois mal interprétée. Ça j'avais adoré, hein. Ça avait été magnifique, dire direct non mais si vous trouvez ça trop cher, attendez, d'autres marques vont le faire pour sûrement moins cher. C'est sympa. En termes de tech, on est sur de la toute dernière génération, hein. Sachez que c'est des SSD que si vous achetez, parce que là ils sont dans des boîtiers machin, mais si vous les achetez nus,
Un SSD, c'est du PCI Express 4.0 avec des débits théoriques allant jusqu'à 7 millémossecondes. Si vous achetez 1 Tera de SSD PCI Express 4.0, en général, on est sur des tarifs qui sont pas loin des 200 €. Hein. Allez, pour faire une grosse fourchette, entre 150 et 200 €, suivant la qualité, suivant le moment de l'année où vous l'achetez et tout. Mais donc on est déjà sur du matériel qui coûte cher de base, clairement. Du coup, annoncé à 270, il y a eu du rétro-pédalage très rapidement pour baisser à 250. Aujourd'hui, on est à 235. Donc vous voyez, hein, ça diminue petit à petit. Ça régale. En même temps, ils se disent que va y avoir la concurrence et que s'ils veulent vendre les leurs, faut pas être beaucoup plus cher que tout le monde, sinon ça ne marchera pas. Donc tant mieux, 235 € pour 1 Tera d'extension de stockage sur vos Xbox Series X ou S. C'est cool. Vous voyez, hein, par contre, c'est important à noter aussi, c'est uniquement compatible avec ces Xbox. C'est des prises spécifiques, propriétaires, machin. C'est pas, vous pourrez pas le connecter ensuite dans votre PC à moins d'ouvrir le boîtier peut-être, mais je déconseille fortement. Donc voilà, il a perdu 13% de son prix en 15 jours, donc c'est cool. C'est cool. Mais ne pas acheter ça pour mettre sur votre PC, hein, c'est vraiment... je suis quasiment sûr que c'est de la connectique propriétaire Microsoft. Donc pas compatible avec autre chose qu'une Xbox Series X ou S. C'est dur à dire Xbox Series X ou S. Je m'entraîne tous les jours je le dis 3 fois et ça passe de mieux en mieux. Et on finit avec le VR Medal of Honor Above and Beyond qui aura besoin de 340 Go pour s'installer. Aïe aïe aïe. Déjà dites-moi que c'est sur un PC et pas une console, parce que 340 Go sur une console, il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont mettre... Déjà, est-ce que les consoles all digital peuvent le stocker? Non, j'abuse peut-être qu'ils ont quand même 340 Go d'espace libre. Mais bon. Ah ouais, et du coup il occupe que 180 Go une fois installé. Juste il a besoin de 340 pour s'installer. C'est très chiant ça. C'est très chiant. C'est très chiant. Déjà 180 Go c'est beaucoup trop. Et qui nous demande presque 2 fois plus d'espace disponible que ce qu'il occupera à la fin. Je ne lirai pas ta phrase qui te cache. Je ne me ferai pas avoir. Sinon, ça va bafouiller dur. En termes de recommandations, ah oui, on demande quelque chose de quand même très solide, hein, parce qu'on demande soit au moins un processeur qui a 8 cœurs, ou l'équivalent chez AMD, le i7 9700K de Intel ou l'équivalent AMD, 16 Go de RAM, une RTX 2080 ou l'équivalent AMD, et du coup 180 Go d'espace disponible, mais 340 lors de l'installation. Alors ça par contre c'est vraiment assez incroyable qu'ils nous demandent... Enfin moi je trouve ça nul, honnêtement. Je vais pas vous mentir, je trouve ça nul. Demander quasiment le double d'espace disponible. En gros on imagine que... ils compressent des trucs une fois qu'ils ont installé, ce qui fait que ça prend moins de place, machin. Ok, peut-être, mais faites-le à la volée, comme ça, on n'a pas besoin de... En fait, je comprends pas trop dans quel monde on a vraiment besoin de quasiment deux fois l'espace disponible. Ça donne un peu l'impression que ils ont codé un peu à la va-vite sans rien optimiser. Parce qu'en soi, si c'est juste une histoire de compression, et bah faites-le à la volée. Ok, l'installation sera peut-être un peu plus longue, mais en vrai, est-ce que c'est grave d'avoir une installation un peu plus longue
pour ne pas saturer les disques. Parce que vous voyez, vous avez un disque, un SSD de 240 Go, et bah en théorie vous pouvez installer le jeu dessus, mais en vrai non. Donc vous faites comment? Moi je trouve ça un peu... Bon, dans tous les cas, il faut une grosse config pour faire tourner le truc. Mais non, ça me rend un peu triste ce genre de news. Ça sent... Je veux pas être médisant, clairement, mais ça sent un peu le codage avec les pieds. Du coup, bah c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'imagine que oui, hein. J'imagine que c'est 340 Go au téléchargement aussi. J'imagine que oui, parce que sinon, à moins qu'il te génère des fichiers, à l'installation, ça peut être ça aussi, mais générer 160 Go de fichiers. Ah oui, effectivement, pour télécharger 340 Go, il faut avoir une connexion qui se respecte. Non, mais en vrai, moi je vois pas d'intérêt, hein. Je vois vraiment pas d'intérêt. Personne ne profite du truc. Personne ne profite du truc. Surtout que on a vu qu'il nécessite une grosse config pour tourner. Donc si vous avez ce genre de config, vous pouvez demander à votre matériel de, de faciliter le truc au lieu de mettre du stockage en plus. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre dans quel monde on peut arriver à ce genre de truc. Donc voilà, c'est... Et pourtant c'est fait par un gros studio, hein. C'est aussi ça qui m'énerve, c'est que c'est Electronic Arts. Du coup c'est pas un petit studio indépendant qui est en galère, hein. C'est eux, ils ont les budgets, les équipes pour travailler dessus. Il y a moyen de faire des trucs bien et du coup voilà, petit coup de gueule du jour contre Electronic Arts. Franchement, c'est pas respectueux. C'est pas respectueux. À aucun moment on voit l'intérêt et à aucun moment quelqu'un d'autre que Electronic Arts profite de cette taille. Donc pas content. Et on finira là-dessus, sur le mot de pas content. On a eu des news plus sympas quand même, hein. Tout n'a pas été noir, même si les stocks sont pas terribles en ce moment. Il y a eu des trucs plus sympas. Merci d'avoir regardé l'actu hardware du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours comme d'hab sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le Discord. Faire un petit tour sur ma chaîne YouTube si ça vous tente. Tout ça. Et merci d'avoir regardé.